de valeur. Femme de valeur. Au grand cœur. De valeur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission FDV Femmes de valeur, une émission dédiée au parcours professionnel et personnel des femmes et également de leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir sur ce plateau Luce Mokono. Bonjour Luce. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci de cette invitation. Je vous en prie. On va faire un petit point sur votre parcours professionnel ainsi que votre parcours personnel. D'accord. Donc, vous êtes bien en couple et mère de jumelles. Exactement. D'accord. Vous êtes diplômé d'un master en management des activités financières et vous occupez actuellement un poste de business and charge. C'est ça, je le dis mal. Business et Change Manager. Merci, excusez-moi. Business and change management au sein du groupe BNP. Exactement. Très bien. Avant tout, nous souhaitons comprendre votre profession. Qu'est-ce qu'un business and change manager? Eh bien, alors, tout d'abord, je dois préciser que je travaille au sein de la fonction conformité D'accord. à la BNP et donc dans le département RH. Ok. Et donc là, en tant que Business and Change Manager, eh bien, j'accompagne la responsable conformité et change sur tous les sujets de transformation que la conformité peut être amenée à vivre, notamment sur les sujets qui impliquent le changement. Donc mais au tout début, avant d'être à ce poste-là, vous avez débuté chez Marie. Et à quel Oui. poste vous étiez? Alors, j'ai tout d'abord eu un bac+4, à l'époque c'était une maîtrise en commerce international, et j'ai intégré effectivement le groupe Marie pour être assistante export. D'accord. Et donc, à ce titre, mon rôle était, eh bien, j'avais une double casquette. Le premier, c'était suivi administratif des ventes. Et le second, c'était de seconder le commercial export dans le développement des zones commerciales pour Marie. D'accord, intéressant. Marie étant, Marie, l'entreprise qui fait les quilles chez l'État. Très On se pose la question. Ouais. Faut mieux préciser. Exactement. Et suite à un licenciement économique, D'accord. où ils ont décidé de se recentrer sur leur cœur de métier, leur expertise et leur activité qui était déjà, je dirais, à forte valeur ajoutée, et bien ils ont décidé de fermer l'export. Ou en tout cas, de fermer la partie développement et l'export. Donc forcément, mon poste était clairement concerné. Et donc j'ai été licenciée et à ce moment-là, ça a été un gros blanc. Alors, ce qui peut être un peu paradoxal parce que j'étais très jeune à l'époque, je devais avoir 24 ans, 25 ans, et tout le monde très facilement me disait bon, c'est bon, toi t'es jeune, ça va aller très vite. Pour autant, ça a été pour moi un vrai traumatisme. Parce que j'ai appris que finalement une entreprise n'est pas là pour faire du social. Et ça a été une leçon que j'ai vécue dans ma chair. Et même si j'avais 24 ans, je n'avais pas cette insouciance de me dire c'est bon, je pars avec le chèque et je vais faire le tour du monde. C'est marrant, alors aujourd'hui bien sûr, j'aurais certainement pas la même réaction. Mais à l'époque j'avais fait mes études, j'avais fait un prêt pour faire mes études. Il me fallait devenir indépendante et autonome vis-à-vis de mes parents. Il n'était pas question, après tous les efforts que j'avais pu faire, de redevenir dépendante. Ça pour moi, ce n'était pas possible. Tout à fait, c'est compréhensible. Et donc, écoutez, j'ai fait comme beaucoup de personnes à ce moment-là, j'ai cherché du travail. D'accord. Et la BNP m'a proposé un poste d'entrée. Tout à fait. Je pense que c'est en 2007 que vous avez intégré le groupe BNP, une entreprise dans laquelle vous avez évolué pendant à peu près 13 ans déjà. Ça fait 13 ans que vous y êtes. Exactement. Là, vous avez trouvé un socle solide, là. Écoutez, la BNP, c'est un monde tellement vaste. Moi, je me considère aujourd'hui comme étant très chanceuse d'avoir intégré ce groupe. Alors, comme partout, il y a des bons, il y a des mauvais côtés. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'en retiens, c'est surtout les aspects positifs. Dans le sens où j'ai pu développer mes compétences, j'ai pu découvrir différents mondes, apprendre, évoluer, apprendre différents métiers. Comme je vous disais, je suis arrivée sur un poste dit d'entrée, donc assez
sur très exécution en fait. Ouais, Hein. d'accord. Où il s'agissait voilà, de saisir des ordres. Ensuite, je me suis occupée de la relation clientèle. Bon an, mal an, j'ai pu occuper des postes de management. Et puis finalement, je m'y suis prise au goût de la finance, à ce jeu. Là où au début, j'y suis rentrée, on va dire, par la petite porte en me disant bah, si j'ai une autre opportunité, je m'en vais. Et bien petit à petit, je me suis pris au jeu. Et vous êtes installé. La finance, je m'y suis installée, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne. D'accord. J'ai commencé à comprendre également finalement toutes les opportunités Que peut offrir un grand groupe comme exactement, celui-là. que peut offrir Tout à fait. un grand groupe. Et puis, et après, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir travailler sur des sujets qui nous permettent d'être proches de nos valeurs. Ah, on va en parler, ça vient Et des ça, valeurs. Au sein de la BNP, alors petit à petit, j'ai réussi finalement à me rapprocher de mes valeurs. Et c'est ce qui fait Ça, c'est qu'aujourd'hui, très c'est vrai, je me sens complètement alignée. D'accord. Mais vous êtes rentré, comme vous dites, à la BNP, pas tout en bas, je veux dire, mais je crois savoir que vous êtes arrivé bien haut. Alors bien haut, je vais être modeste. Il y a toujours des personnes qui sont plus haut que vous. Maintenant, c'est vrai que mais en pris de jeu, et puis moi j'avais fait des études, et puis j'avais plein d'envies. J'avais pas envie de rester exécutante tout le temps. J'avais de l'ambition, on peut le dire, hein, Tout à fait. en tant que femme. Et donc, une fois que j'ai compris que finalement j'allais y rester, je me suis dit, quitte à rester au sein de la banque, autant repasser par la case études pour confirmer, je dirais, mes connaissances et puis surtout avoir un socle fort de connaissances dans le domaine financier. Et donc c'est là où effectivement j'ai suivi un master finance en partenariat donc avec HEC et le CFPB. Ça a été pour moi je dirais une étape très importante parce que ça m'a permis, je dirais, d'asseoir ma légitimité face à mes pairs et d'avoir aussi cette culture financière qui, jusqu'à présent, me manquait vis-à-vis des autres. Donc oui, pour moi, très important. Et puis après, à partir de là, j'avais envie de faire plein de choses. Je me suis dit, mais finalement, plus rien ne peut m'arrêter. Je suis lancée. Aujourd'hui, je crois comprendre que vous souhaitez mettre vos compétences au profit d'organismes tournés vers le lien social plutôt. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, comme je vous disais, j'ai eu cette lancée là, côté finance, et puis il y a quand même quelque chose qui m'a arrêtée de plein fouet. Lorsqu'on m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Je me disais, avec ce diplôme, avec mon positionnement au sein de la banque, je me sentais, je ne vais pas dire invincible, mais pour moi, les choses étaient simples, elles étaient tracées. Il suffisait, entre guillemets, de s'investir, de travailler, de vouloir, et on avait. Alors que là, j'étais confrontée à une situation qui m'a complètement... qui m'a cassé les deux bras. On va l'aborder ça dans tous vos parcours un peu plus personnels, effectivement, ce côté-là. Donc, qui va vous amener d'ailleurs à vouloir ce lien social. Exactement. C'est ça. Peut-être quelques mots sur là d'où je viens. Alors, moi, j'ai grandi en France, dans une banlieue, avec les parents qui venaient, un du Congo et l'autre de la Guadeloupe, et dans une cité. Pendant mal an, je ne vais pas dire que j'ai eu une enfance difficile, loin de là. Pour autant, je dirais que rien ne m'a été donné et qu'il a fallu à chaque fois aller chercher, fouiller, insister, persévérer. Et si aujourd'hui j'en suis là où je suis, c'est aussi parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont permis de faire le pas. Et donc aujourd'hui, tout naturellement, c'est vrai, je dis aujourd'hui, mais non finalement, j'ai toujours envie de le redonner, ça. Parce que je suis consciente que lorsqu'on grandit dans certains quartiers, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui peut exister par ailleurs. Une fois que je me suis sentie effectivement bien installée au sein de la BNP, j'ai eu envie de pouvoir de pouvoir aider à mon tour en fait ces jeunes dans lesquels finalement je me retrouve aujourd'hui. Lorsque quelques années auparavant bien sûr, mais lorsque je les entends ne serait-ce que se présenter, lorsque je les vois venir en entretien, ça me rappelle tellement moi à l'époque. Ceci dit,
voilà, moi à l'époque, j'étais, on va dire, un peu, voilà, j'étais persévérante, pas défaitiste, et donc j'ai envie, moi, de leur redonner cette force. Et donc, lorsque j'ai intégré Mosaïque RH, Mosaïque RH est une association qui œuvre justement pour l'insertion des personnes qui pourraient être victimes de discrimination. Donc c'est D'accord. pas forcément générosité, ça peut être femmes, ça peut être personnes âgées, ça peut être personnes En handicap. Exactement. Et donc au sein de cette association, eh bien, il s'agissait de mener des groupes de travail, des ateliers avec ces personnes pour les préparer aux entretiens. D'accord. Et face aux questions qu'elles se posaient, je me suis rendu compte à quel point cette association était utile. À quel point, oui, c'est vrai, il y a des besoins. Il y a besoin d'accompagnement. Par la suite, j'ai intégré l'Institut de l'engagement, Oui. qui est également une autre association. Et là, il s'agissait surtout de pouvoir accompagner des jeunes qui souhaitent faire, alors j'ai plus le terme, leur service civique. D'accord. Exactement. Leur service civique, et donc ils ont besoin d'un accompagnement. D'accord, et ça passait donc par le biais de l'Institut de l'engagement. Exactement. D'accord, très bien. Ils peuvent faire leur service civique au travers de cet institut-là. Et pour l'association Daraja, en fait, quel était le... Alors Daraja, c'est arrivé bien plus tard. J'avais envie, moi, finalement, de travailler au sein d'une association pour l'aider, je dirais, à se développer. Et donc d'être davantage sur les sujets dits de stratégie de l'association. Et Daraja, alors Daraja, déjà, ça veut dire pont en swahili. D'accord, liaison, pont. Exactement. D'accord. Et son objet social, avant tout, est de pouvoir créer le lien entre les étudiants étrangers qui viennent en France et les entreprises en France. Il s'agit de les accompagner dans leur intégration, dans leur parcours en France, pour les aider, à réussir leurs études, et deux, à pouvoir intégrer des entreprises. Et puis sa responsable, à Fossa, m'a également énormément touchée parce que, écoutez, comme moi, elle travaille dans la finance, comme moi, voilà, nous sommes tous les deux originaires d'Afrique, et elle a cette volonté de pouvoir aider. Et donc, on s'est rencontrés et tout de suite, ça a matché. Et je dirais qu'aujourd'hui, son œuvre est même élargie parce qu'elle n'intègre pas uniquement les étudiants étrangers, primo-arrivants, comme on les appelle, mais également des étudiants en France qui viennent des étrangers. D'accord. C'est marrant parce qu'on se rend compte qu'au niveau de notre association, il y a toujours le même thème qui revient. En fait, l'entraide à la jeunesse. Aider cette jeunesse à trouver sa place, à s'intégrer, à pouvoir acquérir les bases et les fondements pour leur réussite. Ouais. Et c'est très bien. En fait, on voit bien que ça vient vraiment d'un vécu. Que si j'avais eu les mêmes outils ou les mêmes apports, peut-être que je l'aurais vécu différemment en fait. Je pense que c'est mon fil rouge. D'accord. Et je crois que c'est quelque chose que je vais garder tout le temps, finalement, j'ai envie de dire, sans tomber, je dirais, dans le social à tout prix. Moi, ma volonté, c'est d'aider les personnes qui ont déjà fait un bout de chemin. D'accord. Voilà. Et de leur dire, mais finalement, continuez, ne vous découragez pas. En fait, vous voulez être le Daraja de ces personnes. C'est beaucoup dire. En C'est tout un cas, pont, ça reste ça reste un pont. Voilà. C'est vrai. C'est tout à fait ça, c'est le pont. Donc du coup, oui, vous avez fait des associations. Et puis effectivement, aujourd'hui, vous avez des passions et des intérêts, je pense, comme tout le monde. Et dans vos passions et vos intérêts, il y a eu ce petit miracle, ce petit bout de choses miraculeuses qui vous est arrivé. Comme vous avez abordé tout à l'heure, vous n'avez pas pu, on vous a annoncé que vous ne pouviez pas avoir d'enfant, c'est ça? C'est ça. Et donc je vous laisse expliquer, effectivement. Bon, écoutez... Donc brièvement, vous pouvez rentrer dans les détails. Non, mais c'est vrai que c'est... mais ça a aussi transcendé ma vie. Le jour où on vous apprend que la chose la plus simple au monde, qui est de mettre un enfant, enfin, dans le sens où, depuis que le monde est monde, les femmes ont des enfants. Hein. C'est ça. N'importe qui, entre guillemets. Ça a été très dur pour moi d'entendre que je ne pourrais pas avoir d'enfant parce que je n'y avais jamais pensé. Donc tout votre côté positif que vous avez pu mettre dans le travail, dans vos ambitions, en fait, dans votre vie privée, c'est tout le négatif qui s'est abattu. En fait. Ça a été un vrai tsunami. Ah. Et d'ailleurs, le médecin... D'ailleurs, je me rappelle, en fait,
c'est toujours mon conjoint. En fait, on s'était dit, on n'a pas envie d'avoir des enfants tout de suite, mais on va quand même aller consulter pour voir si tout va bien, comme ça, pour se donner du temps. Et donc, on est parti voir ce médecin, mais vraiment la fleur au fusil. Et donc là, il nous annonce qu'on ne pourra jamais avoir d'enfants. Et sur le coup, j'étais tellement... Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de PMA, mais là, je vous ramène à 10 ans en arrière. On n'en parlait pas autant. C'était pas aussi... Oui, mais c'est quoi la PMA pour ceux qui ne savent pas? Procréation médicalement assistée. Assistée, voilà. Chose comme ça. Procréation, mais... Faudra vérifier. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Et pour vous dire, du coup, la surprise, et en tout cas dans quel état j'étais, c'est que quand le médecin m'a dit « Madame, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant, je ne peux rien faire pour vous ». Je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais dans ce cas-là, qui peut faire quelque chose pour moi? Dieu ?» Je lui ai vraiment posé cette question. Avec toute ma naïveté à l'époque et toute Tout à fait, ouais. toute mon émotion. Et là où on était venu la fleur au fusil, on est reparti avec mon conjoint abattu. Ouais. Là où on s'était dit, non, on veut pas d'enfant. Là, autant vous dire que c'est devenu the priorité number one. Et ah oui, là, pour le coup, ça a été le combat de ma vie. Ouais. S'il fallait que je déplace des montagnes, je les déplaçais. Et vous les avez déplacées. Et je les ai déplacées. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, vous avez donc des jumelles. Exactement. Elles ont quel âge? Elles ont 6 ans. Voilà. 6 ans. Et ça se passe bien? Comme toute mère, ça se passe merveilleusement bien. Et du coup, comment vous avez fait? Puisque c'était impossible, comment c'est devenu possible? Écoutez, on s'est pas arrêté au premier médecin qui a dit que c'était pas possible, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième. Je sais pas combien de médecins on a vu. D'accord. Il était hors de question de s'arrêter à un refus en fait. Tout à fait. Donc on a multiplié les rencontres, on a intégré le parcours de la PMA également. D'accord. Qu'on a quitté pour être suivi auprès d'un médecin privé qui aujourd'hui forcément... Qui a fait le miracle. Qui a fait le miracle. Mais du coup, finalement, on se rend compte que dans cette vie, vous avez toujours mis en priorité votre travail, vos ambitions d'avancer et tout. Vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, c'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, il était ailleurs. Mais complètement. Ouais. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais rien en fait. Mon beau master, les associations, toute cette vie que j'avais construite était devenue fade. Mais une fadeur, elle n'avait plus aucun intérêt d'être vécue. Plus aucun intérêt. Donc, et là c'est vrai, donc j'ai eu la chance d'avoir ces enfants. Et quand je suis revenue au travail, eh bien, ça a été compliqué. C'était compliqué. Et je pense que même pour mes collègues, ça devait être très compliqué pour eux. À l'époque, j'étais responsable de plusieurs équipes. Et ils ont vu que du jour au lendemain, ça me passait par-dessus. Alors, pas que ça me passait par-dessus la tête, mais que j'étais mère de 2 enfants, pas d'une vingtaine de personnes. Voilà. Donc, vos priorités avaient été revues. Mes priorités avaient été revues. Mon manager de l'époque m'a fait comprendre qu'il fallait que je choisisse. Donc j'ai choisi. J'ai choisi et alors, il se trouve aussi que j'avais une fille qui est arrivée malade. Donc beaucoup d'allers-retours chez le médecin, c'est sûr. Là encore un autre chemin de croix. Mais moi je voulais tout en fait. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'il faut que je choisisse entre être mère, être femme active au travail, être épouse, Oui, d'être conjointe. Voilà, exactement. Mais et pourtant non, à chaque fois on me disait non, il faut que tu choisisses, tu pourras pas faire les deux, tu vas t'épuiser, ça va être compliqué. Alors bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que j'étais fatiguée, mais pour autant, je vois pas pourquoi j'aurais renoncé. Donc là, on m'a dit, donc du coup, j'avais le choix entre prendre un congé parental et prendre un poste avec sans management. D'accord. J'ai choisi de prendre un poste sans management.
Je pense qu'à la maison, il y avait assez de management à faire. Mais c'est ça, exactement. À la maison, je gérais déjà suffisamment de choses. J'avais plus besoin d'être le manager. Et puis après, il faut être honnête aussi vis-à-vis des collaborateurs. J'avais plus cette écoute qui faisait que j'étais un bon manager et ça, je l'avais senti. Et donc, valait mieux, et je suis contente d'avoir fait ce choix aujourd'hui, et pour eux et pour moi, voilà, valait mieux mettre une pause. Et dans votre parcours comme ça, professionnel et personnel, est-ce qu'il y a une personne qui vous a influencé? Il y en a plusieurs. J'en aurais pas qu'une à donner. Ma mère, c'est un peu bateau comme réponse, je pense que beaucoup le donneront, mais c'est vrai, elle s'est toujours battue. Je ne l'ai jamais vue prendre de jour maladie ou autre. Donc forcément, ça force le courage et forcément, ça permet d'apprendre aussi l'importance du travail. Tout à fait. Après, une personne aussi qui m'a énormément marquée, du moins une personnalité, parce que je ne la connais pas personnellement, c'est Christiane Taubira. Ah oui, grande figure politique, tout à fait. Qui a un caractère... je la trouve tellement forte, cette femme. Elle ne se laisse pas, démonter, elle avance petit à petit, elle construit, elle pousse ses pions et vraiment pour moi, je l'admire énormément. Oui, c'est un bel exemple, effectivement, tout à fait. Là, nous sommes dans l'émission Femmes de valeur, n'est-ce pas? Et nous aimerions savoir, Luce, quelles sont vos valeurs? Mes valeurs. L'équité, je dirais. Pour moi, c'est important que l'on puisse être juste en prenant en compte la situation de chaque personne. La famille, bien évidemment, je pense que ça, vous l'aurez compris. Et puis aussi, alors je ne sais pas si on peut appeler ça valeur, mais je dirais savoir tirer le bonheur de chaque chose, de chaque situation. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez un message à transmettre à nos auditeurs ou nos auditrices? J'ai envie de vous dire qu'on a la vie que l'on se construit. Tout à fait, bien dit. En tout cas, notre émission se termine. J'aimerais remercier Luce de nous avoir fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Son témoignage nous a montré que l'investissement et la passion du boulot sont importants, mais peuvent être bouleversés par l'arrivée d'un événement. Dans son cas, la naissance de ses jumelles. En tout cas, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Nous allons nous quitter là maintenant et nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous et un nouveau moment d'échange avec une autre femme de valeur. Donc n'oubliez surtout pas que lorsqu'une femme connaît sa valeur, elle devient inarrêtable. Femme de valeur.